Du fait d'une erreur de manipulation, j'ai stoppé la vidéo précédente un peu tôt, je n'avais pas terminé le paragraphe 3.3. Je venais donc de définir l'inductance propre et il me restait à traiter deux applications directes. La première, nous allons établir l'expression de l'inductance propre d'une bobine rectiligne de longueur petit l et constituée de n spires de section S. Et nous allons aussi établir la relation courant-tension aux bornes d'une bobine, expression qui avait été utilisée dès le début de la PCSI en ELEC. Alors, allons-y, je vais vers le fichier manuscrit. Voilà donc une bobine rectiligne, donc longueur L, section S des spires, N spires. J'ai orienté ici le courant de manière un petit peu arbitraire, hein, mais j'ai orienté de manière cohérente avec l'orientation du courant la surface de chacune des spires. Et ici, je vais utiliser pour l'expression du champ B qui règne à l'intérieur de la bobine, je vais utiliser l'expression qui avait été établie dans un chapitre précédent en supposant la bobine de longueur infinie. Alors ça peut sembler bizarre ici d'utiliser une expression dans le cas d'une bobine de longueur infinie, alors qu'ici clairement on va établir l'expression dans le cas d'une bobine de longueur finie petit l. Alors, c'est strictement à strictement parler incompatible, mais c'est numériquement tout à fait compatible dans le sens où si la longueur de la bobine est suffisamment grande devant le diamètre des spires, parce que j'ai écrit cette condition en mètre carré ici, hein, L carré très grand devant la section des spires, eh bien les effets de bord vont être négligeables sur le calcul de l'inductance. Hein. On essaie de réfléchir un petit peu à ce qui se passe sur les bords, et je peux faire un petit dessin ici. On sait que sur les bords, le champ n'est plus axial, mais a tendance comme ça, on a les tubes de champ qui s'évasent lorsqu'on approche comme ça des bords, et clairement, euh, le champ comme ça au niveau des spires là situés au bord de la bobine, eh bien B scalaire ds sera moins facile à calculer si vous voulez parce que B et ds ne seront pas collinaires. Ok. Donc, mais si les quelques spires là qui sont proches des bords et à travers lesquels le flux ne sera pas aussi simple que celui qu'on va calculer par ailleurs, si ces effets de bord sont, je sais pas, concernent quelques spires et que ces quelques spires sont négligeables devant le nombre total de spires, eh bien, l'expression simple qu'on va établir sera numériquement très proche de la valeur de l'inductance qu'on pourrait mesurer en TP. Ok. Donc voilà, c'est une bonne approximation dans le cas où on a une bobine suffisamment longue. Évidemment, plus la bobine sera longue, plus la mesure expérimentale s'approchera de l'expression théorique que l'on va établir de manière simplifiée ici. On a grand N sur petit l ici, hein, c'est la densité linéique de spire, et on a donc l'expression ici dans le cas d'un solénoïde infiniment long. Le flux magnétique, le flux propre à travers la bobine, c'est n fois le flux à travers chaque spire. On a ici la définition du flux magnétique. Et ici, simplement, je réinjecte l'expression du champ B. ds sur le dessin, je vois qu'il est collinaire et de même sens que uz. Ok, pas de problème. L'intégrand étant uniforme, je peux la sortir de l'intégrale et ça me donne simplement un flux qui vaut B fois S. Donc le flux à travers la bobine, on trouve cette expression. Bien que c'est proportionnel à petit i, le coefficient de proportionnalité, par définition, c'est l'inductance propre. Ok, donc on voit qu'on a une dépendance linéaire en S, en 1 sur L, mais une dépendance quadratique avec le nombre de spires. Si je double le nombre de spires, ça quadruple l'inductance propre. Ok. Deuxième application directe de la définition de l'inductance, c'est la démonstration de cette relation utilisée en électrocinétique en première année. Alors, je précise, hein, cette expression, on va le voir après, hein, mais elle n'est valide que lorsque la bobine est isolée du point de vue magnétique, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun dispositif magnétique extérieur qui crée un champ B à l'intérieur de la bobine. Il n'y a pas d'aimant extérieur, il n'y a pas de bobine numéro 2 extérieure et qui créerait un flux à travers cette bobine. Donc là, vraiment, ça ne marche que pour une bobine isolée. J'ai dessiné la bobine ici, avec ces deux bornes. Le courant entre par la bande de gauche, ressort par la bande de droite. J'oriente la bobine en convention récepteur, hein, sinon vous savez que cette relation ici n'est pas valide, il y a un moins qui apparaît. Et puis j'utilise ici la méthode du schéma équivalent, vue dans la partie 2 de ce chapitre 8,
euh, pour utiliser la loi de Faraday de PCSI. Et je modélise le bobinage ici par une simple FEM d'induction. Je néglige la résistance des fils comme stipulé dans l'énoncé du document PDF. Ici, une petite loi d'émail nous donne U égale moins E. J'utilise Faraday. Ça me donne U égale dφ sur dt. Et par définition d'inductance propre, je mets L à l'intérieur et ça me donne ceci. Le bobinage, la géométrie du bobinage étant indépendante du temps, L est indépendant du temps et on peut le sortir de la dérivée temporelle. Si on imagine une bobine qui se déforme au cours du temps, là évidemment, on ne pourrait pas sortir le L comme ça. Enfin, c'est pas du tout la situation qui a été étudiée en général en première année quand on mettait une bobine dans un circuit. Bien, passons maintenant au paragraphe suivant, le 3.4, qui traite de l'induction mutuelle. Alors, je reviens au fichier manuscrit. Bien. Voilà un exemple de situation. Encore une fois, je me donne comme circuit des bobinages rectilignes. Bon, c'est pas le cas général, mais disons que c'est plus facile d'expliquer sur ces cas particuliers et tout ce que je vais dire se généralise à des circuits quelconques. Donc on a ici une bobine 1, numéro 1, une bobine numéro 2. J'ai orienté ici le courant dans la bobine numéro 1, bon, au hasard, mais je me le suis donné, puis j'ai orienté la surface de chacune des spires de manière cohérente avec ce courant grâce à la règle de la main droite. J'ai fait pareil du côté de la bobine 2, l'orientation du courant I2 est arbitraire, j'ai pris au hasard, mais par contre j'ai orienté la surface de manière cohérente avec le courant. Et j'ai dessiné ici voilà, l'allure des lignes de champ créées par la bobine numéro 1, d'accord, et je vois qu'il y a une partie des lignes de champ qui entrent dans la bobine numéro 2, et donc ces lignes de champ, enfin ce champ magnétique B1 ici à travers la bobine 2 va créer un flux de 1 dans 2. D'accord, hein, ce que j'ai noté comme ceci, c'est un flux magnétique créé par le champ magnétique B1 à travers la bobine numéro 2. Évidemment, c'est toujours la même idée, ce flux est créé par le courant I1 et il est proportionnel à la cause qui lui donne naissance. C'est un peu l'idée clé des coefficients d'inductance. De la même façon, la bobine numéro 2, mince, j'ai fait une erreur, et j'ai orienté les champs magnétiques dans le mauvais sens. D'accord, ils sont comme ceci. Voilà. Les lignes de champs magnétiques, je les ai mal orientées. Mince, il faudrait que je change ça. Attendez, je vais le faire, je fais pause. Voilà, j'ai corrigé le sens d'orientation des lignes de champ B2. Donc, ce champ B2, on voit qu'un certain nombre de lignes de champ B2 pénètrent dans la bobine 1. Donc, on a un flux aussi créé par B2 dans la bobine 1. Le champ magnétique B2 étant créé par I2, on a aussi une proportionnalité entre la conséquence et la cause. Et évidemment, via ces deux lois de proportionnalité, on va définir deux coefficients d'inductance, M de 1 dans 2 qui est évidemment associé au flux de 1 dans 2, et puis de manière symétrique, m de 2 dans 1. Alors ça, on l'admet, mais ces deux coefficients d'induction mutuelle sont égaux, et je les noterai par la suite simplement grand M. Et vous avez ici donc la définition que j'ai bien encadrée dans le fichier PDF. D'accord? Voilà. Donc on a deux lois de proportionnalité, et les coefficients d'induction mutuelle, mais en fait le coefficient d'inductance mutuelle, c'est simplement le coefficient de proportionnalité entre chacun des deux flux et les courants associés. Alors, contrairement au cas de l'inductance propre, l'inductance mutuelle peut être positive ou négative, ça dépend évidemment des orientations de I1 et I2 et de l'orientation des orientations relative entre les deux bobinages. Tenez, regardez, dans l'exemple que j'ai tracé ici, on voit que B2 scalaire DS1 sera plutôt positif et B1 scalaire DS2 aussi. D'accord? Donc on aura un coefficient d'inductance mutuelle ici, on sent que ce sera plutôt positif. Ok? Mais il aurait suffi que je mette I2 dans l'autre sens et on aurait eu un coefficient d'inductance mutuelle négatif. Alors, de quoi dépend le coefficient d'inductance mutuelle? Son signe, déjà, je viens de dire que ça dépend de l'orientation du courant. Mais sinon, par ailleurs, c'est un peu comme le coefficient d'inductance propre, il dépend de
la géométrie de chacun des bobinages et de leur orientation relative. D'accord? Hein, on se doute que si les deux bobinages se font face, les lignes de champ magnétique de l'un pénétreront mieux, disons, plus efficacement dans le bobinage numéro 2, alors que si je les mets orthogonalement l'un à l'autre, on sent que là, les lignes de champ de l'un vont moins bien pénétrer dans le deuxième bobinage. Ok? Mais ce qui est certain, c'est que M, le coefficient d'inductance, ne dépend ni des courants ni des flux, hein, uniquement de notions géométriques. Ok. Maintenant qu'on a défini l'inductance propre et l'inductance mutuelle, dans le cas où on a deux bobinages sous influence magnétique réciproque, comment peut-on traiter finalement l'induction un peu totale, si vous voulez? Si je considère la bobine 1, il est clair que euh, elle crée, enfin, comment dire, elle subit un flux propre, hein, son propre, enfin, le flux dû à son propre champ B1, mais elle subit aussi un flux créé par le champ B2. Aussi, le flux magnétique total à travers la bobine 1, bah, c'est son flux propre plus le flux de 2 dans 1. Ok. Et donc, le flux total dans la bobine numéro 1, il s'écrit comme ceci. Ok, on a deux termes, l'un proportionnel à I1, l'un proportionnel à I2. Et on a les deux coefficients d'inductance qui sont impliqués. Dans la deuxième bobine, bon, c'est la même chose, il suffit d'intervertir les coefficients 1 et 2. Le flux total dans la bobine 2, c'est L2I2 plus MI1. Ok, voilà. Alors, bon, que faire maintenant? En général, hein, on invoque les coefficients d'inductance pour ensuite les faire apparaître dans la force électromotrice, hein. Je veux dire, si on calcule des flux magnétiques en induction, en général, bah, c'est pour invoquer ensuite Faraday. Ok. Et ici, quand on a des bobinages comme ça, sous influence mutuelle, il y a un petit peu deux façons de procéder. Voyons voir comment j'appliquerai la loi de Faraday et la méthode du schéma équivalent quand on a un bobinage qui est bobinage numéro 1, qui est sous l'influence magnétique d'une bobine numéro 2. Donc, là, il y a vraiment cette idée. J'ai deux bobines, il faut bien que je dise laquelle je regarde, hein, laquelle je considère. Je définis bien le système que j'étudie. Donc ici, je m'intéresse à la force électromotrice d'induction qui existe dans la bobine numéro 1. J'ai représenté donc le bobinage, le courant I1 qui le traverse et la tension U1 à ses bornes. J'ai fait un schéma équivalent et j'ai fait apparaître une force électromotrice. Et ici, bien évidemment, c'est la force électromotrice totale, c'est-à-dire due au flux propre et au flux de 2 dans 1. Ok, c'est ce que j'ai écrit ici. On applique Faraday, mais bien avec le flux total. Et comme on l'a dit juste avant, le flux total, c'est le flux propre plus le flux de 2 dans 1. Là, j'ai moins la dérivée temporelle et j'obtiens cette force électromotrice. Ok, voilà. Donc là, c'est la FEM. Si je fais une petite loi d'émail, vous voyez qu'en convention récepteur, on aurait U1 qui vaut ceci sans les signes moins. Bon, pour ma part, je ne veux pas que vous appreniez cela par cœur. U1 égale L1 DI1 sur dt plus M DI2 sur dt. Je veux que vous redémontriez cela à chaque fois. C'est-à-dire, vous prenez le bobinage que vous étudiez et à l'intérieur duquel vous voulez calculer la force électromotrice. Vous faites un schéma électrique équivalent, vous invoquez Faraday, vous dites que le flux total c'est bien la somme du flux propre et du flux de 2 dans 1, et ensuite vous utilisez la définition des coefficients d'inductance. Il faut bien refaire toutes les étapes. Ok. Une autre façon de faire, je la mentionne au cas où vous trouviez ça dans un livre ou dans un énoncé de concours. Euh, Comme ici, il y a deux contributions au flux magnétique à travers la bobine, on peut parfois se donner un schéma électrique équivalent qui fait la part des choses, où dans le schéma électrique équivalent, on découpe un peu, si vous voulez, la FEM totale d'induction en deux parties, une FEM pardon, due au flux propre et une FEM mutuelle, si vous voulez, due au flux mutuel. Donc ça pourrait donner quelque chose comme ça. Hein. Alors il s'avère que le flux propre, bah, c'est justement, on a un dipôle en élec qui comment dire, qui représente la notion de flux propre, bah, c'est l'inductance pure, d'accord? Et puis ici, il nous resterait comme FM uniquement la FM due au flux mutuel. Donc à ce moment-là, on aurait ceci. Ok. Bon, ça revient exactement au même, mais si jamais vous voyez un énoncé
qui modélise un bobinage par une mise en série d'une inductance pure et d'une FEM d'induction mutuelle. Ne soyez pas surpris, c'est une autre façon de faire, ça revient exactement au même. Bon, moi je veux que vous fassiez cette méthode-là, ok, parce que c'est celle qui est la plus générale, hein. On remplace le bobinage par une seule FEM qui regroupe tous les flux. Voici un petit exercice d'application pour s'habituer à utiliser Faraday dans le cas où on a des bobinages couplés par mutuelle. Alors ça c'est évidemment un exercice que vous avez fait en première année, il est très classique. On a deux circuits LC, hein, vous vous rappelez que ce sont finalement, si on néglige la résistance interne du bobinage, on a là deux oscillateurs harmoniques électriques et qui sont couplés par, ici par influence magnétique réciproque. Et l'exercice demande de trouver les équations différentielles vérifiées par chacun des courants qui ont été orientés sur les schémas. Voilà, bon, c'est déjà la première étape qu'on va regarder ensemble. Voilà, j'ai retracé ici le schéma du circuit. On utilise la méthode du schéma équivalent pour invoquer la loi de Faraday de PCSI. Donc voilà, les deux bobinages sont modélisés. Alors ici, dans un premier temps, j'ai fait le cas un peu plus général. J'ai modélisé les deux bobinages par une résistance interne et une FEM. D'accord, donc j'ai pris en compte, si vous voulez, pardon, pas ici, j'ai pris en compte euh, j'ai pris en compte la résistance des fils du bobinage. Bon, vous pouvez la sauter sans problème. D'ailleurs, je le répète, évidemment, je ne l'ai pas dit avant de commencer le corriger. Vous devez chercher cet exercice avec un stylo et un brouillon sans regarder la suite de la vidéo dans un premier temps, hein. Vous arrêtez la vidéo, vous faites l'exercice, enfin, vous essayez. Et puis, si vous n'y arrivez pas, ou si vous y êtes arrivé et que vous voulez vérifier vos calculs, vous regardez ensuite la correction. Ok, donc je continue la correction. Là, j'ai fait un début de correction avec la résistance R. Vous pouvez très bien l'enlever, il n'y a pas de problème. Alors, bon, ici, dans le bobinage numéro 1, je fais une loi d'émail. J'obtiens ceci avec UC1, la tension en borne du condensateur en convention récepteur. Ok. Alors, comme moi, je veux trouver une équation différentielle vérifiée par I1, il faut que je remplace, il faut que tous les termes fassent apparaître comme seule fonction du temps inconnu I1. Donc E1, il va falloir que je le transforme en I1. UC1, il va falloir aussi que je le transforme en I1. Donc ici, pour le faire, je vais utiliser la relation tension-courant aux bornes du condensateur. Évidemment, pour l'invoquer, ben, en fait, je vais tout dériver par rapport au temps. Comme ça, je fais apparaître DUC sur DT, et ça, vous savez que c'est I sur C. Ok? C'est pour ça que j'ai dérivé la loi des mailles par rapport au temps. Et ça me donne ceci. Ok? Ensuite, évidemment, ben, j'applique Faraday, hein, pour exprimer la FEM en fonction des courants. Donc j'ai ceci, avec phi 1, le flux total à travers le bobinage numéro 1. J'ai deux flux, le flux propre et le flux mutuel. Chacun des flux, je les exprime en fonction des coefficients d'inductance propres et mutuels. Bon, pour le deuxième circuit, c'est exactement pareil. Euh, le bobinage numéro 2 a été modélisé par une FEM et une résistance. Bon, c'est vrai que la résistance, j'ai mise là-bas, j'aurais dû la mettre plutôt en dessous, mais bon, ça change rien. Loi des mailles que je dérive par rapport au temps me donne ça. De la même façon, j'applique Faraday pour trouver la FM dans le bobinage numéro 2. Euh, et donc je regroupe tout ça et j'obtiens cette équation différentielle pour I1, mais dans laquelle apparaît I2. Alors ça, je pourrais plutôt mettre ça au deuxième membre si vous voulez. Comme ça, j'ai une équadif ici pour I1 et puis un deuxième membre qui dépend de I2. Et ensuite l'équadif vérifiée par I2. Alors je vois que j'ai un terme I1. Ça, pareil, il faudrait le mettre au deuxième membre, au second membre. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve deux équations différentielles, l'une vérifiée par I1, l'autre vérifiée par I2, sauf que dans les deux cas, le problème c'est que le second membre dépend du courant de l'autre équadif. C'est-à-dire que finalement, pour trouver I1 ici, il faudrait que je connaisse le second membre en I2, mais pour connaître I2, il faut que je résolve l'équadif en I2, où il y a un second membre en I1.
Donc là, on a l'impression qu'on tourne en rond, que ça ne marche pas. Ça fait toujours cette impression-là quand on a des équations différentielles couplées. Donc pour pouvoir les résoudre, il va falloir les découpler, c'est-à-dire trouver un système de deux équations différentielles qui ne fasse apparaître qu'une seule fonction inconnue du temps. Voilà. Donc là, la feinte ici, c'est de faire la somme et la différence membre à membre de chacune de ces équadifs. Et vous verrez que en appelant S la somme I1, I2, vous faites la somme de ces deux équations membre à membre, et on trouve cet équadif vérifié par S, par la somme. Okay, donc là, on voit que S de t apparaît comme étant la seule fonction du temps inconnue dans cette équation. Ok, donc là, je l'ai mis sous la forme canonique. On reconnaît une équadif type oscillateur amorti. Ensuite, on trouve, alors là, disons que voilà, j'ai deux équadifs couplés ici, mais indépendantes linéairement, j'entends l'une de l'autre. J'ai fait la somme, j'en trouve une, et il m'en faut une deuxième. Et en faisant la différence, ça me donne la deuxième équation. Alors, je n'ai pas fait toutes les étapes, mais on trouve exactement le même type de forme que pour S, sauf qu'on a L moins M plutôt que L plus M. Voilà, ici et ici. Alors j'ai fait exprès de noter L-M plutôt que M-L, tout simplement parce qu'on verra un peu plus loin que lorsqu'on a... alors évidemment ici les deux bobinages sont de même nature, donc ils ont même inductance propre. Hein. C'est pour ça que j'ai pas noté L1 et L2, j'ai tout de suite noté grand L. Et on verra que dans ce cas-là, grand L il est toujours supérieur au coefficient d'inductance mutuelle. Pour l'instant vous l'admettez, mais on va le démontrer juste après. Ok, donc ce que j'ai appelé la différence, hein, c'est I1 moins I2. Bon, c'est là où dans le poly, je vous dis de négliger l'effet de la résistance interne des bobinages, et on tombe non pas sur des équadifs d'oscillateurs amortis, mais sur des équadifs d'oscillateurs harmoniques. L'un vérifié par la somme, l'autre vérifié par la différence, et dans les deux cas, on a des pulsations propres qui ne sont pas les mêmes. Okay, c'est pour ça que celle qui apparaît ici pour la somme, je l'ai appelée oméga 0 carré indice S, puis celle qui apparaît là pour la différence, j'ai noté pulsation propre indice D. Ok. Et je me suis même amusé ici, je vais dire pourquoi juste après, je me suis même amusé à exprimer la pulsation propre pour la somme en fonction de la pulsation propre d'un LC tout court et de ce petit terme là que j'ai appelé delta oméga et qui est relié à l'inductance mutuelle. Hein. Si je reviens au circuit voilà, qu'on s'est donné là au tout début, vous voyez que ça c'est un oscillateur harmonique électrique de pulsation propre oméga 0 carré qui vaut 1 sur LC, et là aussi. D'accord, on a deux circuits, on a deux oscillateurs harmoniques identiques et qu'on a mis qu'on a couplé grâce à l'induction mutuelle. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à exprimer les pulsations propres de la somme et de la différence en fonction de la pulsation propre des oscillateurs harmoniques quand ils étaient tout seuls de leur côté sans être couplés l'un à l'autre. Bon, la forme de la solution S est très simple, hein, c'est une solution sinusoïdale, hein, d'accord, avec une amplitude que j'ai appelée 0, la pulsation propre, puis une phase à l'origine. Pareil pour la différence, donc là je ne vous demandais pas d'invoquer des conditions initiales pour déterminer les constantes d'intégration, hein, l'amplitude et la phase à l'origine, je demandais juste la forme mathématique. Et une fois qu'on a S et D, bon, c'est pas ce qu'on voulait, hein, ce qu'on voulait c'était I1 et I2, bon c'est assez facile ici de se convaincre, regardez que si vous faites S plus D, ça fait 2I1. Donc I1 c'est S plus D divisé par 2. Et par contre, si vous faites S moins D, ça va vous donner 2 fois I2. Et donc I2 c'est bien S moins D sur 2. Ok. Donc après, j'ai pas développé, mais vous voyez que pour I1, finalement, c'est la somme de deux cosinus, l'un de pulsation propre oméga 0 indice S et l'autre de pulsation propre oméga D indice oméga 0 indice D. Ok, pareil pour I2. Et je demandais là de faire le lien un petit peu avec les orbitales moléculaires vues en chimie. Vous vous rappelez, en chimie, quand vous prenez deux atomes d'oxygène, par exemple, avec
un électron, je crois que je sais plus comment on fait ça peut-être plutôt avec l'atome d'hydrogène, hein. On prend deux atomes d'hydrogène. Attendez, j'ai une bêtise ou pas? Non. Chacun des électrons dans l'état fondamental a la même énergie, d'accord, quand les atomes d'hydrogène sont éloignés l'un de l'autre, donc chaque électron a un certain niveau d'énergie. Puis quand vous rapprochez les deux atomes d'hydrogène, euh, je crois qu'on prend peut-être l'ion H2+ au départ pour former l'ion H2+. Bon, je me rappelle plus très bien. Mais disons que quand vous rapprochez les deux atomes, eh bien la molécule H2, d'accord, eh bien, ces niveaux d'énergie changent et on a un niveau d'énergie comme ça plus grand qui correspond ici pour nous à oméga 0 indice D et puis un niveau d'énergie plus faible. Alors nous, c'est pas des niveaux d'énergie, c'est des pulsations, d'accord. Vous voyez que la pulsation oméga 0 indice S, elle est, euh, elle est, euh, elle est plus petite que oméga 0 des oscillateurs isolés et indice D, c'est plus grand. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que euh, il doit y avoir des trucs, il y a aussi des. Voilà, j'ai pas assez bossé ça, mais il y a aussi un rapport avec la notion de symétrique et d'antisymétrique, je pense. Enfin bon, oui, ça c'est sûr qu'il y a un rapport, mais je me rappelle plus comme ça à la volée. Faudrait que je révise. En tout cas, il y a vraiment cette histoire de levée de dégénérescence, hein. On a deux oscillateurs qui ont la même pulsation, puis quand ils sont couplés, on fait apparaître deux pulsations différentes. D'accord? Une plus élevée que l'autre. Bon, le lien, alors vous allez me dire c'est des pulsations, c'est pas l'énergie, mais vous savez qu'en physique quantique, on a la relation de Planck-Einstein, où on a un lien entre la fréquence, la pulsation, et l'énergie, hein. Si vous prenez E égale h nu, ou E égale h bar oméga, hein, c'est la même chose, mais avec des deux pics qui traînent, vous voyez que, alors c'est une analogie hein, ici, hein, on a une analogie entre le couplage des oscillateurs électriques, on peut faire la même chose aussi avec des oscillateurs mécaniques, avec des pendules simples couplées par un ressort, et puis des systèmes quantiques comme ça euh, qu'on trouve là dans les orbitales moléculaires. Bon, j'avais pas suffisamment travaillé ce lien-là pour faire quelque chose de plus précis, mais euh, voilà, on a cette idée de même niveau ici quand les oscillateurs sont séparés, puis quand on les couple, on fait apparaître deux pulsations propres. Voilà, j'irai pas plus loin que ça. Bien, donc je suis arrivé ici à la fin de mes deux paragraphes sur les coefficients d'inductance, propres et mutuels. Et je vous avais dit que j'essaierai de vous dire à quoi ça sert les coefficients d'inductance mutuels. Moi, je l'ai marqué là en rouge, hein. L'intérêt des coefficients d'inductance, c'est de ne pas s'embêter à calculer des intégrales, hein. Vous savez que quand vous connaissez le courant qui crée un flux magnétique et que vous connaissez la géométrie des bobinages, soit pour le flux propre, soit pour le flux mutuel, on est capable de calculer hein, via voilà, la définition du flux, hein, qui est l'intégrale double de B scalaire ds. Vous êtes capable, grâce à Ampère, grâce au terme, enfin, au terme d'Ampère ou à des, je vous avais dit, à des méthodes intégrales qui sont plus au programme avec la loi de Biot-Savart, hein, on est capable, via des méthodes intégrales, de calculer le champ B créé par un courant I. Donc, on connaît I. Avec une méthode intégrale, on peut calculer B. Avec la définition intégrale du flux, on peut calculer phi. Donc, le lien entre phi et I, on peut le calculer par des méthodes intégrales. Mais vous imaginez bien que dans le cas de géométrie quelconque, notamment si vous vous intéressez à des machines électriques, hein, dans les machines électriques, un moteur électrique ou génératrice, on a des bobinages de géométrie compliqués, ça va être compliqué de faire des calculs d'intégrale. Je ne dis pas que c'est impossible, surtout avec la simulation numérique aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'avant, mais on sent que c'est compliqué. Et si, dans mes calculs, j'ai simplement besoin d'invoquer la proportionnalité entre le flux et le courant qui le crée, eh bien je peux justement introduire des coefficients d'inductance dans lesquels sont cachés, si vous voulez, tous les calculs intégrales. Et si dans mes calculs j'ai juste besoin de la proportionnalité entre flux et courant, eh bien je ne m'embête pas à faire apparaître toutes les intégrales. Je fais juste apparaître des coefficients d'inductance. Pour l'ingénieur qui a un bobinage devant lui ou un ensemble de bobinages devant lui, il peut faire des mesures par exemple. D'accord? Grâce à des mesures, il peut peut-être mesurer les coefficients d'inductance sans s'embêter à connaître la géométrie de tous les bobinages. Donc vraiment, les coefficients d'inductance, c'est vraiment ça. À l'intérieur, vous avez plein de calculs intégral cachés dans ces coefficients d'inductance. Parfois, on n'a pas le choix, il faut éventuellement, j'imagine, hein, on est obligé de calculer les intégrales, mais parfois, notamment de manière expérimentale, on peut essayer de caractériser, de mesurer les coefficients sans s'embêter à faire des calculs d'intégrales.
Nous, c'est vrai qu'ici, quand j'ai notamment introduit l'inductance propre, on a calculé par une méthode intégrale l'expression d'inductance propre d'une bobine rectiligne, mais ça, c'est vraiment un petit peu exceptionnel, hein, parce que la géométrie est simple. C'est quand même pas l'idée des coefficients d'inductance. L'idée des coefficients d'inductance, c'est que justement, on ne s'embête pas à calculer des intégrales. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends l'utilité des coefficients d'inductance. Ok, continuons. On passe au paragraphe suivant, et les deux à venir sont des paragraphes euh, qui traitent d'énergie, de l'énergie magnétique stockée par soit un bobinage, pour le paragraphe 3.5, soit un ensemble de deux bobinages en influence mutuelle, ça c'est le cas du paragraphe 3.6. Allons-y, comme d'habitude, vous avez ici un petit énoncé type court TD hein, pour essayer de construire cette partie du cours un peu par vous-même, surtout que ça c'est de la révision de première année, donc essayez de le faire si vous avez le temps, hein, de chercher ça au brouillon avant de regarder la suite de la vidéo. Donc dessiner un schéma équivalent, voilà on a simplement un bobinage de résistance R et d'inductance propre L, le bobinage est isolé et il est alimenté par une source idéale de tension. Je vais faire un schéma équivalent et un bilan de puissance pour faire apparaître l'énergie stockée par le bobinage. Et ensuite, troisième question, dans le cas simple d'un solénoïde, on va essayer de montrer que ça donne la même chose que l'intégrale de l'énergie magnétique volumique qu'on avait vu dans le chapitre 2, hein, qui était une conséquence des équations de Maxwell, et puis en déduire une conséquence sur le signe de l'inductance. Allons-y. Alors, fichier manuscrit, hop. Donc voici la situation décrite par ce paragraphe. Hein. On a un circuit, alors que là j'ai modélisé par un bobinage, alimenté par une source idéale de tension. Je représente le courant qui circule dans le circuit. Pour invoquer Faraday, eh bien, j'invoque évidemment le schéma équivalent. Donc le bobinage est modélisé par une résistance R et une force électromotrice d'induction. J'applique une loi des mailles à cette maille, j'obtiens ceci. Et comme on me demande de faire un bilan de puissance, moi je sais que quand il y a une seule maille, il suffit de multiplier par le courant de la maille et ça fait apparaître des termes homogènes à des puissances, hein, U fois I si vous voulez. Et puis ici, la force électromotrice, je l'exprime grâce à Faraday ainsi. J'aurais pu aussi éventuellement utiliser U égale LDI sur dt ici, hein, mais bon, voilà. Et donc, on se retrouve avec ce bilan de puissance ici. Ok, donc ce terme est facile à interpréter, comme je suis en convention générateur aux bornes de la source. Ça, c'est la puissance générée par la source, la puissance fournie par la lime au reste du circuit. Ça, c'est la puissance reçue par la résistance et qui est ensuite dissipée par effet Joule sous forme thermique. Et là, aux bornes, donc ça c'est dissipé dans le bobinage. Il y a une partie de l'énergie reçue par le bobinage qui va être stocké. D'accord, hein. Le fait que ce terme ici s'écrive comme une dérivée d'un terme, on interprète ça, la dérivée c'est une variation, et ce terme, bah, c'est un stock d'énergie. D'accord, c'est vraiment le fait que dans ce troisième terme, il y a une dérivée qui apparaît, qui fait qu'on peut interpréter ce qu'il y a à l'intérieur comme un stock d'énergie. Bon, ça c'est quelque chose que vous aviez fait en première année. Et donc par un simple calcul d'électrocinétique, bon ici c'est vrai que j'ai invoqué Faraday, mais vous pouviez utiliser U égale LDI sur dt pour la bobine isolée, et par des méthodes finalement purement électrocinétiques, on fait apparaître ce terme d'énergie stockée par la bobine, 1,5 de Li carré. Ensuite, dans le document PDF de cours, je vous demande, dans le cas d'un solénoïde rectiligne, ici, de montrer, enfin de calculer l'énergie magnétique stockée par le champ magnétique créé par la bobine. Hein, vous savez que quand on a un champ magnétique dans l'espace, en chaque point de l'espace, on a cette énergie associée. Vous savez, je vous l'avais dit dans le chapitre 2, les champs électriques et magnétiques stockent de l'énergie. Bon, c'est un peu bizarre, hein, on l'avait dit, c'est un peu bizarre parce que jusqu'à présent, pour nous, c'était seulement la matière qui stockait de l'énergie, d'accord. Mais là, je vous l'ai dit, il y a aussi le rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement, c'est-à-dire les ondes, enfin les champs électromagnétiques oui, stockent de l'énergie et le champ magnétique il stocke cette énergie par unité de volume,
Donc en multipliant par un volume élémentaire, ça me donne l'énergie stockée dans des taux. Et en sommant sur tout le volume de l'espace où il existe un champ magnétique, ben, j'obtiens bien l'énergie magnétique stockée par le champ B partout où il existe. Bon, ici dans le modèle simple où on prend le champ B créé par un solénoïde infini, j'ai déjà dit en quoi ça pouvait être numériquement valable si le solénoïde est assez long comparativement au diamètre des spires. Je prends donc l'expression du champ B qu'on avait trouvé dans le solénoïde infiniment long. J'obtiens ceci. Il est uniforme, donc je le sors de l'intégrale. Et le volume total, ben, c'est le volume intérieur, puisque dans notre modèle, il y avait du champ magnétique uniquement à l'intérieur de la bobine. À l'extérieur, le champ était nul. Donc c'est pour ça que j'ai pris ici le volume à l'intérieur de la bobine, simplement. Ok. Or, je vous rappelle qu'on avait, dans le cadre de ce modèle, établi cette expression d'inductance propre. Et donc, on trouve que l'énergie stockée par le champ magnétique, c'est aussi 1,5 de Li carré. Et donc, alors là, on l'a fait dans un cas particulier, mais c'est ce qui fait, alors ça, sachez que c'est un résultat général, même si on vient de le démontrer uniquement dans le cas du solénoïde rectiligne, voilà, en plus en supposant qu'à l'intérieur c'est le champ B du solénoïde infini, hein, on a fait pas mal d'hypothèses simplificatrices, mais admettez que c'est un résultat général, cette énergie qui était stockée par la bobine, on ne savait pas trop comment la bobine elle stockait l'énergie, ben maintenant on le sait, c'est stocké dans le champ magnétique créé par la bobine. Ok. Donc on fait vraiment le lien entre ici une expression énergétique associée au champ magnétique qui est issue des équations de Maxwell et un calcul qu'on avait simplement fait en électrocinétique première année. Donc ça c'est quand même assez intéressant. On avait fait la même chose dans le chapitre 4, dans le chapitre 6, où on avait étudié le condensateur et on avait montré que 1,5 de Cu carré, qui était stocké par le condensateur, ça c'est une formule de première année, on a montré que c'était une énergie stockée par le champ électrique interarmature. D'accord. Bon, là, on a fait l'équivalent, mais en magnétisme. Et comme, donc petite dernière conséquence là sur le signe de l'inductance propre, donc ici évidemment l'intégrande est strictement, enfin est positive, hein, b carré sur 2 0 c'est positif, donc l'intégrale est aussi positive, donc forcément ce terme d'énergie stockée il est toujours positif, et donc forcément on en déduit que L est toujours positif ou nul. D'accord. Voilà. Donc là, puis ça, c'est une démonstration. Alors, c'est une démonstration énergétique. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait dans un cas particulier, hein, mais c'est un résultat général. L'inductance propre est toujours positive. Allez, maintenant, on va faire la même chose, mais dans le cas où on a deux bobinages sous influence mutuelle. Donc, on a deux circuits, hein. On a donc un bobinage qui est alimenté par une source de tension E1, le deuxième bobinage qui est alimenté par une source E2. Je demande de faire un schéma équivalent des deux circuits pour invoquer Faraday, et puis de faire un bilan de puissance, alors pour chacun des circuits, puis ensuite de faire la somme pour avoir un bilan de puissance pour l'ensemble des deux circuits. C'est-à-dire que mon système, du point de vue énergétique, ce ne sera pas juste le circuit 1 ou le circuit 2, ce sera l'ensemble, la réunion des deux circuits. Et de cette manière, on va démontrer que l'énergie magnétique stockée par l'ensemble, la réunion des deux circuits, eh bien c'est ceci. D'accord. On n'a pas juste la somme des 1,5 de Li carré, dû au deux bobinage, mais on a aussi un terme dû à l'induction mutuelle. Et à partir de cette expression, on va pouvoir démontrer, chose que j'avais admise juste avant, c'est le fait que le coefficient d'inductance mutuelle, il est toujours borné par racine de L1 fois L2. D'accord. Et donc quand L1 et L2 sont égales parce qu'on a deux bobines qui ont été fabriquées de la même façon, ben, ça donne M inférieur à grand L. Et on a ici quelques éléments, quelques pistes pour la démonstration. Allons-y. Alors, donc on a la situation qui est décrite par l'énoncé, hein. On a deux circuits, hein, donc chacun, on a un bobinage alimenté par une source de tension. Ok. J'en ai fait les schémas équivalents, donc schéma du premier circuit où le bobinage ici il est modélisé, alors je n'ai pas négligé la résistance des fils, je l'ai prise en compte, et puis la FEM d'induction, FEM totale, hein, propre et mutuelle. Pareil pour le deuxième circuit et le deuxième bobinage. Ok. Ici, j'ai en une seule étape hein, exprimé la FEM dans le bobinage numéro 1 en invoquant Faraday
et en disant que le flux total c'est la somme des flux, et en introduisant la définition des coefficients d'inductance. Ici, évidemment, pour faire apparaître, donc je vais faire une loi d'émail, hein, ça va relier ici E1, enfin la tension grand E1 et puis la FEM E1 et puis grand R et I1 dans une formule. Pareil pour le deuxième circuit. Je multiplierai ici cette loi d'émail par I1 pour faire apparaître des puissances. Ici, cette loi d'émail par I2. Donc, c'est ce que j'ai fait en une seule étape, hein, parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait au paragraphe précédent. On obtient ceci pour le premier circuit, ceci pour le deuxième circuit. Mais comme je vous l'ai dit, on va faire un bilan de puissance pour l'ensemble des deux circuits. Donc je vais simplement faire la somme de ces deux formules et on obtient ceci. L'interprétation physique, elle est assez simple, hein. Ça, c'est la puissance fournie par chacun des deux générateurs à chacun des bobinages. D'accord. Ça, c'est la partie de la puissance reçue par les bobinages et dissipée en son sein par effet Joule, à cause de l'effet résistif. Et puis on fait apparaître ici dans les calculs, hein, je vous laisse regarder les détails, mais on fait apparaître cette dérivée temporelle de ce terme-là. D'accord. Voilà. Hein, ici, regardez, on a I1 fois M la dérivée de I2, et ici on a l'inverse, on a I2 fois M la dérivée de I1. Si je fais la somme, je me retrouve avec la formule, vous savez, UV' plus U'V, bon, je reconnais la dérivée du produit. Ok. Ici c'est la dérivée de I1, I2. À chaque fois, les coefficients d'inductance mutuels ou propres sont indépendants du temps, hein. Les bobinages ne bougent pas. J'ai pas pris des bobinages en mouvement les uns par rapport aux autres. J'ai pas pris des bobinages se déformant. On va pas se compliquer la vie non plus, hein, ici. Et donc, on peut faire entrer les coefficients d'inductance dans les dérivées sans problème. Donc, comme je vous l'ai dit, on identifie ici à l'intérieur de la dérivée un stock d'énergie et on trouve la formule qui est demandée. Bon, de la même façon, il y a toujours cette idée que l'énergie, cette énergie magnétique stockée par l'ensemble des deux circuits, c'est clairement l'énergie magnétique stockée par le champ magnétique total créé par l'ensemble des deux circuits. On sait qu'il y a linéarité, donc le champ magnétique total, c'est B1 plus B2 en un point de l'espace. B1 est créé par le bobinage numéro 1, B2 est créé par le bobinage numéro 2. D'accord. Donc on a toujours cette formule-là, et on a toujours évidemment l'intégrante qui est positive, donc l'énergie magnétique est une grandeur positive. Donc je réintroduis l'expression de l'énergie magnétique qu'on a trouvée par le raisonnement d'électrocinétique là, précédent. Et ce qui est très important, c'est que cette formule, elle est vraie, quel que soit I1 et I2. Quelles que soient les valeurs de I1 et I2, cette relation est vraie. Donc ici, comme stipulé dans le PDF, il y a une petite feinte, on introduit petit x qui vaut le rapport des courants. Alors dans le PDF, j'avais mis I1 sur I2 plutôt que I2 sur I1. Bon, pas grave, hein, ça revient au même, c'est le même type de calcul. Donc ici, je pars de ça et je divise partout par I1 carré. Alors forcément, comme je peux prendre n'importe quel I1 et I2, bah, je prends I1 différent de 0, d'accord? I1 qui s'annule jamais. Ok. Et comme je divise par quelque chose de positif, ça reste positif. J'obtiens ceci. Ok. Et ça, c'est vrai pour tout x. D'accord? C'est-à-dire que en prenant I2 sur I1, je me refuse I1 égale 0, mais par contre, en prenant I2 et I1 quelconque, tout en gardant I1 non nul, je peux générer n'importe quelle valeur de x dans R. D'accord? Puisque I1 et I2 sont des courants algébriques, hein, ils peuvent être positifs ou négatifs. Ok. Essayons de traduire, donc là j'ai ici un polynôme de degré 2 et on dit qu'il doit être supérieur à 0, supérieur ou nul, hein, enfin, supérieur ou égal à 0 pour tout x. Si je représente ça graphiquement, je sais que la représentation graphique de ce polynôme c'est une parabole. En plus, comme ici j'ai un coefficient positif dans x carré, ce sera dans ce sens-là. Donc j'ai dessiné trois situations par rapport à l'axe des abscisses, comme ceci. Au-dessus de l'axe des abscisses, un point en contact avec l'axe des abscisses, et puis là, la parabole qui traverse l'axe des abscisses. Bah, ici, vous voyez bien que cette parabole, qui je vous rappelle, est reliée à E mag sur I1 carré, ça ne doit jamais s'annuler. Donc ça n'est pas possible. Je ne peux pas avoir cette situation. Au mieux, j'ai cette situation. Et donc ça montre qu'il n'y a pas de racine, enfin, il y a au mieux une racine double à ce polynôme de degré 2, ou alors aucune. Et ça, si je le traduis avec le discriminant, c'est que le discriminant il doit toujours être négatif ou nul. Bah, s'il est positif, c'est que j'ai deux racines et que je suis dans ce cas-là. D'accord? Quand je ne peux pas avoir de racines, forcément le discriminant est négatif ou nul. J'exprime le discriminant de ce trinôme et j'obtiens ça. D'accord? Et donc je retrouve l'inégalité qui était demandée. Ok?
Alors, ça c'est un résultat qui est intéressant, notamment parce que faut essayer de comprendre ce que ça veut dire un petit peu. Quand est-ce qu'on a égalité? D'accord? Quand est-ce qu'on a le max? On a la valeur maximale, on a m carré égale L1 fois L2 lorsque les bobinages sont parfaitement couplés. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur le plan géométrique ça? Revenons un petit peu au dessin que j'avais pris dans mon fichier manuscrit pour introduire l'induction mutuelle. J'avais pris deux bobinages en influence l'un avec l'autre. Voilà. Et on sent bien que l'idée, c'est de rendre le flux de 1 dans 2 ainsi que le flux de 2 dans 1 maximal. Et géométriquement, ça veut dire quoi? Ben, ce sera le cas quand les lignes de champ B1, par exemple, pénètrent parfaitement bien dans la bobine 2, c'est-à-dire que le flux de 1 dans 2, il est maximal lorsque, on va dire, toutes les lignes de champ B1 traversent bien euh, la bobine 2 de manière axiale. D'accord? Donc il y a vraiment une question de géométrie ici et on sent que le couplage magnétique sera, donc grand M sera maximal lorsque toutes les lignes de champ bleu pénètrent bien dans la bobine numéro 2. Et inversement, toutes les lignes de champ rouge pénètrent bien dans la bobine numéro 1. Ok? Donc c'est ça vraiment l'idée. L'idée. Et quand évidemment les bobines sont pas très bien orientées l'une par rapport à l'autre, bah, les lignes de champ B1 pénètrent mal dans la bobine numéro 2, et on se doute que c'est dans ces situations qu'on aura un coefficient d'inductance mutuelle qui sera faible. D'accord? Dans le paragraphe 3.7, j'ai donné quelques exemples. J'ai donné quelques. C'est des mesures que j'avais faites avec des bobines de TP, les bobines 1000 spires, vous savez, dont les inductances font quelques dizaines de millihenries. Bon, c'est des bobines typiques qu'on trouve en TP de lycée, d'accord, en TP de CPGE. Et, euh, euh, alors, j'ai fait un schéma ici dans mon fichier manuscrit. Voilà, j'ai mentionné 4 cas. Ici, imaginons qu'on ait des bobines, des bobinages qui soient parfaitement intriqués. C'est-à-dire qu'on a un support comme ça, puis on a une spire bleue de la bobine numéro 1 et une spire rouge de la bobine numéro 2. Puis après, la deuxième spire de la bobine 1, la troisième spire de la bobine 1, etc. Donc à chaque fois que j'ai une spire de la bobine 1, j'intercale une spire de la bobine 2, etc. Donc là, on voit bien que on ne peut pas géométriquement mieux intriquer les deux bobines. Il est évident que le champ magnétique créé par la spire bleue ici, il pénètre parfaitement dans la spire rouge d'à côté. D'accord? Puis en plus, si on se donne le modèle du solénoïde rectiligne infini, on sait que le champ B1 bleu, il est axial et il réalise un flux maximal à travers les spires rouges et inversement, le champ B2 créé par les spires rouges, il est axial et il donne un flux maximal à travers chaque spire de la bobine bleue. Et là, clairement, on sera dans le cas, alors si les bobines rouge et bleu sont identiques, on a même diamètre de spire, même nombre de spires, même longueur de bobine, on aura donc L1 égale L2, et donc on aura le cas de l'égalité ici avec L1 égale L2, ça donne ceci. Ok. Donc ça c'est un dispositif qui existe parfois en TP, on a comme ça des solénoïdes intriqués et on peut vérifier cette affirmation que je fais ici. Une autre situation, c'est on prend deux bobines 1000 spires qu'on a en TP comme ça, et puis on les met l'une contre l'autre. Et si vous faites la mesure, vous trouverez qu'on a déjà un facteur 5 qui apparaît. C'est-à-dire qu'ici, on est quelque part 5 fois moins bien couplé que si les bobines sont intriquées. On trouve L sur 5. Les deux bobines étant identiques, j'ai L1 égale L2. C'est pour ça que j'ai noté ça grand L tout court. Ensuite, on prend les mêmes bobines, mais je mets leurs axes comme ça, je les colle l'une contre l'autre quand même, mais je mets leurs axes perpendiculaires. Bah là, je suis à un facteur 20 du maximum. Donc je perds un facteur 1. Et là, le dernier cas que j'ai décidé qui est intéressant, qui est très intéressant du point de vue technique, même si en PC on n'étudie pas les ferromagnétiques et on va pas étudier le transformateur de manière poussée, il faut quand même que vous ayez cette idée qu'il y a des matériaux là, que j'ai assurés en noir qu'on appelle des ferromagnétiques. D'accord? Imaginez que c'est un barreau de fer, pour faire simple. Et eh bien, le fer comme ça a une propriété, les matériaux ferromagnétiques, ils ont une propriété, c'est qu'ils canalisent les lignes de champ. C'est-à-dire quand vous créez un champ magnétique dans un ferro, le champ magnétique ici, il va tourner avec le ferromagnétique, il ne va pas sortir.
D'accord? On peut dire presque que les ferromagnétiques sont un peu comme des conduites, des canalisations de champs magnétiques. Ce qui fait que toutes les lignes de champ bleues créées par la bobine bleue ici, elles vont suivre le ferro et elles vont plonger dans la bobine numéro 2. Et donc, mettre ici chacune des bobines sur deux branches comme ça d'un tore ferromagnétique. Alors là, j'ai pris un tore rectangulaire, hein, on pourrait prendre un tore circulaire, mais il y a cette idée que quand on fait ça, eh bien, on réalise un couplage parfait, ou en tout cas quasi parfait. Ouais, je perds 10% hein, par rapport au cas parfait. Mais là, on les couple l'un à l'autre quasi parfaitement, les deux bobinages. D'accord? Alors qu'on ne les intrigue pas, évidemment, techniquement, c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça, mais la présence du ferro qui canalise bien les lignes de champ, ça permet de coupler les deux bobinages de manière quasi parfaite. Bon, ça, c'est le principe du transformateur. D'accord? Un transformateur qui est un dispositif qui permet d'abaisser ou d'élever des tensions sinusoïdales en maintenant leur fréquence. Et c'est évidemment pour la distribution de la puissance électrique depuis les centrales de production jusqu'aux installations, les entreprises ou chez les particuliers, bah, le transformateur est très important puisqu'il permet de minimiser les pertes joules en ligne. Bon, voilà, c'est pas notre programme, mais je voulais quand même en dire un mot. Je termine en revenant au PDF de cours. Donc il y a ici un paragraphe 3.8, hein, c'est un exercice d'application où justement on étudie de manière très très rapide hein, le transformateur idéal pour montrer par le calcul que lorsqu'on considère que les lignes de champ sont bien canalisées par le ferromagnétique, on va bien réussir à trouver par le calcul m carré égale L1 fois L2, donc qu'on a réalisé un couplage magnétique parfait. D'accord? Donc ça, normalement, je vous l'ai mis en DM et je ferai une vidéo de correction pour ce paragraphe-là. Dans le grand 4, ça c'était juste des petits ajouts, c'est vraiment très secondaire, mais pour ceux qui le veulent, je crois que je l'ai mis aussi en DM, j'ai un petit exercice qui mêle induction et force de la place. C'est le seul cas de ce chapitre où je traite le cas d'un circuit déformable. Voilà, il y a deux tiges d'oreilles de la place qui, eux, sont immobiles. Voilà, c'est assez intéressant. Bon, ça, c'est des montages un petit peu théoriques. Hein. Si vous essayez de faire ça en TP, les ordres de grandeur numérique font que ça colle pas très bien, et les frottements qui dominent. Mais bon, sur le plan conceptuel, c'est un petit cas sympa à étudier. Et puis j'avais remis là, juste pour se rappeler de ce cas que vous adorez, bien évidemment, c'est le cas du couple de Laplace exercé sur un cadre rectangulaire. Bon, c'est pas inintéressant parce que c'est un modèle de dipôle. Vous aviez vu ça en première année, et ça permettait justement de montrer cette formule qu'on a admise dans le cas du dipôle magnétique dans le chapitre précédent. Mais bon, ça, on ne le refera pas ensemble. Si vous avez un peu de temps à passer, un peu de temps à perdre, on va dire, vous pouvez revenir un peu sur ce calcul. Mais moi, je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Ça termine ce cours essentiellement de révision, hein, mais avec un petit peu de spé quand même dedans. Ça revient sur ce cours d'induction. Une petite parenthèse, ce que j'ai fait, le raisonnement énergétique que j'ai fait ici, quand on avait deux bobinages en influence magnétique réciproque, et puis pour démontrer m carré plus petit que L1 fois L2, ça c'est pas strictement parlé au programme de PC. Bon, ça c'est une petite partie hors programme que j'ai rajouté, mais je trouve que ça coûte pas très cher d'aller jusque là, et ça permet quand même d'aborder voilà, des notions intéressantes, et notamment pour comprendre l'intérêt du transformateur. Ok?